Salutations à tous. Bienvenue une fois de plus à l'école virtuelle africaine. Moi, c'est Monsieur Nungwa Ulrich, enseignant de philosophie. Et nous nous inscrivons comme ça dans le cadre de cette nouvelle année scolaire 2022-2023. Et nous allons commencer par le cours de philosophie, classe de première A et terminale D, parce qu'ils ont quelques chapitres en commun. D'ailleurs, le premier chapitre, justement, philosophie africaine. Bon, nous allons ainsi faire un résumé de ce qu'on peut retenir de manière substantielle, avec assez de quintessence pour pouvoir ne pas mieux vous éclairer sur ce premier chapitre de l'année scolaire. Comme le tableau indique, chapitre 1, philosophie africaine. Nous allons commencer par la situation problème. Déjà, sur la situation problème, nous tenons à préciser que depuis quelque temps, nous avons une querelle, du moins une confrontation d'idées sur la question même de l'existence ou pas d'une philosophie africaine. Parce qu'il y a eu un débat qui a été alimenté et le débat a commencé par la méconnaissance de cette philosophie par les Occidentaux. Et il est donc question pour les Africains d'essayer de revendiquer cette existence, s'il y en a effectivement une philosophie africaine. Ce qui pose donc le problème de l'existence d'une philosophie africaine. Au niveau de la justification, ici, dans ce chapitre, l'apprenant doit tout simplement identifier et expliquer les différentes tendances qui entrent dans le cadre de la philosophie africaine. Nous commençons par l'introduction. L'introduction met en exergue deux éléments essentiels. Le problème principal du chapitre et la problématique fondamentale. Sur le problème principal du chapitre, il s'agit du problème de l'existence d'une philosophie africaine. L'existence d'une philosophie africaine. Et lorsqu'on parle de l'existence d'une philosophie africaine, c'est justement parce qu'il y a eu un débat. Et nous allons essayer d'aborder cela à la suite, parce qu'il y a eu un débat. Ce qui pose le problème de l'existence d'une philosophie africaine. Sur la problématique, on s'interroge effectivement, est-ce qu'on peut parler d'une philosophie typiquement africaine? Ou alors, est-ce que l'idée d'une philosophie africaine n'est pas à remettre en question? Voilà donc les questions que l'on se pose dans le cadre de ce chapitre. Et pour mieux aborder ce chapitre, nous allons commencer par le point de départ. Parce qu'avant toute chose, il faut d'abord savoir ce qui a abouti, n'est-ce pas, à cette question. Grand 1, l'origine du débat. 2 points, les thèses ethnocentristes occidentales. Déjà, lorsqu'on parle de thèses ethnocentristes occidentales, il s'agit, n'est-ce pas, de l'ensemble des thèses, l'ensemble des idées, l'ensemble des conceptions soutenues par les Européens qui stipulent qu'il n'existe pas de philosophie en Afrique, que les Africains ne sont pas aptes à philosopher. Bon, lorsqu'on parle de thèses ethnocentristes, ce sont les thèses de rejet d'une philosophie en Afrique. Ce sont les thèses, n'est-ce pas, racistes, s'il faut même dire. Parce qu'en réalité, dans cette thèse ethnocentristes occidentale, on voit le mépris, l'humiliation que les Noirs ont subi face aux Occidentaux qui estiment que nous ne sommes pas aptes à philosopher. Et parmi ces thèses, nous allons mettre l'accent sur ces 3 principaux auteurs. Il y en a plusieurs auteurs, mais ces auteurs sont les auteurs incontournables. Il s'agit, n'est-ce pas, de Hegel, Martin Heidegger et Lévi Breuil. Ça, ce sont les auteurs dits ethnocentristes, c'est-à-dire des auteurs, n'est-ce pas, qui remettent en question l'idée d'une philosophie en Afrique. Ces auteurs pensent que les Africains ne sont pas aptes à philosopher. Et nous allons commencer par Hegel. Hegel, dans sa thèse, lui, qu'est-ce qu'on retient de lui? On retient de lui tout simplement que l'homme noir ou alors l'homme africain
est caractérisé par l'esprit barbare, est caractérisé par l'émotion. Ça voudrait dire qu'il n'est pas apte à penser, il n'est pas apte à philosopher. C'est pourquoi il le dit, tout simplement. Le nègre est un homme naturel dans toute sa sauvagerie et sa pétulance. Pour dire quoi? Que l'homme nègre, n'est-ce pas, est tout simplement confondu à l'animal. Ça veut dire qu'il n'a pas de caractéristiques favorables à la philosophie. Ensuite, nous avons Martin Heidegger, qui, dans sa thèse, lui, il limite la philosophie en Occident. Il limite la philosophie dans la Grèce antique. Pour lui, tous les peuples qui ne sont pas en Occident ne sont pas habilités à philosopher. C'est pourquoi il a affirmé solennellement que la philosophie est grecque dans son être même. Bon, que quand on parle de la philosophie, c'est typiquement occidental, c'est typiquement grec. Et enfin, la thèse de Liverpool. Liverpool également va dans le même sens que les autres. Mais lui, il met l'accent sur un concept essentiel, qui est le concept de mentalité prélogique. Lorsqu'il dit mentalité prélogique, là c'est pour désigner l'homme africain. Pour lui, l'homme africain est un être mystique. Il a une mentalité prélogique. Et quand il dit mentalité prélogique, c'est pour dire en réalité que nous sommes encore aux prémices de la pensée. On n'a pas encore atteint la fleur, n'est-ce pas, de l'époque de la pensée. Nous sommes encore en réalité dans l'irrationalité, dans, n'est-ce pas, des pseudo-pensées. Et c'est pourquoi il conclut donc en disant que la philosophie, n'est-ce pas, ne concerne pas l'homme africain. Bon, pour résumer ces auteurs, que ce soit Hegel, Heidegger, Liverpool, ils ont en commun tout simplement l'idée sur laquelle l'Afrique n'est pas habilitée à penser, l'Afrique n'est pas habilitée à philosopher, l'Afrique est exclue du domaine de la philosophie. Voilà donc ce qu'on retient de ces auteurs. Parce que lorsqu'on parle de ces auteurs, je dis bien, il s'agit des auteurs ethnocentristes occidentaux. Voilà donc ce qui est à l'origine du débat. Vous voyez, l'origine du débat, 2 points, des thèses ethnocentristes occidentales. Ça veut dire quoi? Face à cette humiliation, parce qu'il faut le dire, c'est une humiliation, l'Afrique a été insultée, l'homme a été animalisé, il a été traité d'être barbare, d'être sous-homme. Lorsque le débat a donc été lancé ainsi, cela a touché les Africains, cela a touché les intellectuels africains. Voilà donc comment ces Africains se sont levés maintenant pour réagir, pour répondre à cette humiliation. C'est en guise donc de réponse à cette humiliation des ethnocentristes que va naître, n'est-ce pas, les tendances, n'est-ce pas, de la philosophie africaine. Et lorsqu'on parle des tendances de la philosophie africaine, il s'agit, n'est-ce pas, de mouvements, de doctrines, n'est-ce pas, qui ont été sollicités ou qui ont été pensés par les Africains pour réagir à la question du philosophie africaine. Il s'agit entre autres de la tendance ethno-philosophique, la tendance critique et enfin la tendance idéologique. Je commence par la tendance ethno-philosophique. Déjà, la tendance ethno-philosophique est le premier mouvement, ou du moins la première tendance ayant répondu aux thèses ethnocentristes. Et cette réponse de la tendance ethno-philosophique face aux ethnocentristes, c'était pour tout simplement valider l'idée d'une philosophie africaine. Parce que pour les ethnocentristes, c'était impossible. C'était une illusion de penser qu'il y a une philosophie en Afrique. Or, ceux-ci, leur but c'était de répondre en disant qu'il y a bien et belle une philosophie africaine. Donc, lorsqu'on parle de tendance ethno-philosophique, c'est un mouvement de revendication d'une philosophie africaine. Et dans leur vision, dans leur façon de voir les choses, ils ont soutenu qu'il y a bel et bien une philosophie propre à l'Afrique. Cette philosophie, n'est-ce pas, qui se manifeste à travers les mythes, les contes, les proverbes. C'est ça qui a été appelé donc l'ethno-philosophie. Bon, s'il faut donc dire, ou alors s'il faut donc définir le mot ethno-philosophie, il s'agit tout simplement d'un courant de pensée, ou alors de l'ensemble des manières de penser propres aux Africains qui se véhiculent à travers les mythes, les contes, les proverbes. Et lorsqu'on parle d'ethno-philosophie, c'est une façon de dire tout simplement que les Africains ont leur philosophie à eux, qui leur est propre. C'est donc cette façon de penser qu'on appelle donc ethno-philosophie. Et dans l'ethno-philosophie, nous avons des auteurs. Je commence par l'initiateur même du mouvement ethno-philosophie, qui est Classis Tempers. Classis Tempers, je tiens à souligner
Il n'était pas africain, mais il a pris la cause africaine. Dans quelle mesure? C'était un missionnaire au Rwanda. C'était un Belge. C'était un Belge. Mais il a été envoyé en mission au Rwanda. Après plusieurs observations, il a fait plusieurs pays en Afrique. Il constate que les Africains, en réalité, ont une façon d'exprimer leur manière de penser. Et leur façon d'exprimer leur manière de penser, c'est à travers les contes, les proverbes, les mythes. Parce que les Européens avaient leur idée qu'en Afrique, il n'y a aucune façon de penser. On n'est pas habilité à penser. Mais lui, étant sur le terrain, ayant observé plusieurs réalités africaines, il constate donc que les Africains ont une manière spécifique d'exprimer leurs pensées à travers les contes et les proverbes. C'est ça donc qu'il va appeler philosophie bantou. C'est ça qu'il va appeler philosophie bantou pour désigner philosophie propre aux Africains, qui portera le nom de ethnophilosophie. Donc, Placide Tempels, c'est donc le premier initiateur du mouvement ethnophilosophie. Par la suite, nous avons Basil Fouda, qui est un Africain, qui lui aussi va dans le même sens que Tempels, en disant effectivement que les Africains ont une philosophie et qu'ils doivent défendre à travers les âges. Voilà pourquoi Basil Fouda affirme, là c'est une de ses célèbres citations à retenir. Basil Fouda dit ceci: la philosophie nègre doit se transmettre à travers les âges comme un héritage à recevoir, à défendre et à incarner afin d'atteindre l'existence authentique. La philosophie nègre doit se transmettre à travers les âges comme un héritage à recevoir, à défendre et à incarner afin d'atteindre l'existence authentique. C'est ce pour dire quoi tout simplement? Que les Africains ont une philosophie qui leur est propre et qui vont donc transmettre cela de génération en génération sans aucune modification. Ça veut dire que dans le sens de Basil Fouda, la philosophie est un héritage, est une valeur ancestrale et qu'on doit transmettre de génération en génération. Bon, pour résumer en quelques mots, ce qu'on retient dans la tendance ethnophilosophie, c'est tout simplement que c'est une tendance de revendication d'une philosophie africaine. C'est une tendance qui vient répondre aux thèses ethnocentristes pour dire effectivement qu'il y a bel et bien une philosophie en Afrique et même une philosophie africaine. Parce qu'en réalité, dans leur logique, c'est une philosophie africaine, c'est-à-dire propre aux Africains. Par la suite, nous avons la tendance critique. Déjà, le terme critique a déjà un sens. Parce que lorsqu'on dit tendance critique, c'est forcément parce qu'il y a une critique quelque part. Tendance critique est tout simplement une critique de la tendance ethnophilosophie. Lorsqu'on parle de la tendance critique, elle vient apporter les limites à la tendance ethnophilosophie. En disant quoi? Pour la tendance critique, la philosophie se veut essentiellement critique et personnelle. Ça veut dire que lorsqu'elle vient pour reprocher l'ethnophilosophie, c'est parce que l'ethnophilosophie, dans sa façon de se présenter, est une philosophie collective, est une philosophie dogmatique, est une philosophie traditionnelle. Parce que dans l'ethnophilosophie, j'ai évoqué tout à l'heure l'idée d'une philosophie collective, l'idée d'une philosophie qui se conçoit comme un héritage. Voilà donc pourquoi la tendance critique vient donc dire que non. En réalité, lorsqu'on dit philosophie, elle se veut essentiellement critique, elle se veut essentiellement personnelle. Ça veut dire que les ethnophilosophes, ceux qui ont défendu l'idée de l'ethnophilosophie, dans leur démarche n'étaient pas vraiment méthodiques, n'étaient pas vraiment philosophiques. Voilà donc pourquoi la tendance critique vient donc répondre à la tendance ethnophilosophie pour dire que la démarche ethnophilosophie n'est pas une véritable démarche philosophique. Parce que la philosophie se veut essentiellement critique et non dogmatique. À ce sujet, le partisans principal de la tendance critique est Masen Toa. Masen Toa, dans toute sa philosophie d'ailleurs, a largement insisté sur les principes essentiels de la philosophie, qui est quoi? La critique. Il le dit d'ailleurs, déterrer une philosophie, ce n'est pas encore philosophie. C'est ce que dit Masen Toa. Déterrer une philosophie, ce n'est pas encore philosophie. La philosophie ne commence qu'avec la décision de soumettre ouvertement l'héritage philosophique et culturel à une critique sans complaisance. Bon, pour dire que lorsqu'on parle de la philosophie, elle doit commencer par la critique.
Elle doit commencer par la remise en question. Alors que les 9 philosophies étaient une philosophie ancestrale, étaient une philosophie dogmatique. Bon, voilà pourquoi la tendance critique vient donc réagir pour montrer que la véritable philosophie se veut critique et personnelle. Nous avons également John Wallet qui va dans le même sens que toi en disant que je dis qu'il n'existe pas de philosophie dans le proverbe. Là, c'est une affirmation de John Wallet. Il dit je dis qu'il n'existe pas de philosophie dans le proverbe. Or, c'est que le proverbe est là qui fait allusion à les 9 philosophies. Puis on a dit que les 9 philosophies se manifestent dans le proverbe, les mythes et contes. C'est pourquoi, donc, aux yeux des partisans de la tendance critique, ce n'est pas une véritable philosophie. Parce que lorsqu'on parle de philosophie, elle doit être personnelle, elle doit être critique. Bon, pour résumer en quelques mots, la tendance critique, c'est tout simplement une tendance qui vient présenter les véritables principes de la philosophie. Qui est quoi? L'esprit critique, la pensée personnelle et non dogmatique. Par la suite, nous avons la tendance idéologique. Lorsqu'on dit tendance idéologique, il y a un élément essentiel. Dans l'idéologie, on a idée. Et dans ces idées, ici, le facteur essentiel, c'est le développement de l'Afrique. Lorsqu'on parle de la tendance idéologique, cette tendance ne se positionne pas sur l'existence ou non d'une philosophie en Afrique. Mais elle s'intéresse plutôt sur les idées qu'il faut entreprendre pour atteindre le développement de l'Afrique. En quelques mots, lorsqu'on dit tendance idéologique, c'est tout simplement une tendance qui milite pour le développement de l'Afrique. Cette tendance estime que les Africains doivent utiliser leurs idées ou encore utiliser les idées philosophiques comme instrument au développement. À ce niveau, nous avons Kwame Nkrumah qui dit d'ailleurs ceci: la philosophie est une arme intellectuelle à usage social. La philosophie est une arme intellectuelle à usage social. En d'autres termes, la philosophie doit être un instrument, doit être une arme, c'est-à-dire un moyen pour atteindre le développement. On ne doit pas seulement se limiter à débattre sur l'effectivité ou sur l'existence ou non d'une philosophie en Afrique. Mais on doit plutôt chercher à utiliser, n'est-ce pas, nos idées au service d'un développement. Et toi aussi, c'est ici la tendance idéologique. Ce qu'il faut donc faire remarque, parce que c'est l'un des auteurs ayant deux tendances. Parce que lorsqu'on parle de la philosophie africaine, Marcel Toa est non seulement la tendance critique, mais aussi la tendance idéologique. Maintenant, je vais dire pourquoi il est la tendance idéologique. Parce que lui aussi est un auteur ayant proposé, n'est-ce pas, des idées dans le cadre du développement de l'Afrique. Marcel Toa, d'abord, est un philosophe matérialiste. Qui dit matérialiste, c'est-à-dire, dans son approche du développement, il met l'accent particulier sur l'aspect matériel. Et cet aspect matériel-là, il s'agit de la technoscience. Il s'agit de la technoscience. Marcel Toa estime que l'Afrique peut se développer à condition que l'on copie le secret de l'Occident, qui est la maîtrise de la technique et de la science. Pour lui, ce n'est pas la maîtrise de la technique et de la science qu'on peut se développer. Donc son approche est beaucoup plus matérialiste, parce qu'il estime que le vrai problème de l'Afrique se trouve au niveau matériel. Il faut donc, n'est-ce pas, s'approprier, comme le dit en ces termes, s'approprier du secret de l'Occident, qui est la technique et la science. Bon, pour le résumer en quelques mots sur la tendance idéologique, c'est tout simplement une tendance, n'est-ce pas, qui est au service du développement. C'est tout simplement une tendance, n'est-ce pas, qui est au service des idées. Une tendance, n'est-ce pas, qui se positionne comme, n'est-ce pas, recherche des conditions d'accès au développement de l'Afrique. Bon, avant d'arriver à la conclusion, je tiens à m'accentrer sur cette deuxième partie, c'est-à-dire les tendances. Tout à l'heure, dans la justification, j'ai précisé qu'il est question ici de faire comprendre l'élève, d'être capable d'identifier et d'expliquer les différentes tendances de la philosophie africaine. Ça veut dire que le tout est joué plus sur les trois tendances ici. Ça veut dire quoi? Il faut comprendre que lorsqu'on parle de la philosophie africaine, il faut savoir les différents mouvements, les différentes confrontations d'idées qui s'entrechoquent
dans ce cadre-là. Et nous avons commencé par l'analyse ethno-philosophique qui se positionne comme revendication de philosophie africaine. Par la suite, nous avons une tendance critique qui se positionne comme une remise en question de l'idée de philosophie africaine. Parce qu'en réalité, il s'avère que l'idée de philosophie africaine est une idée collective. Or qu'en réalité, la véritable philosophie serait critique. Et enfin, une tendance idéologique qui se positionne comme une revendication du développement de l'Afrique à partir des idées philosophiques. C'est-à-dire une tendance qui est au service du développement. Bon, voilà en réalité l'essentiel qu'on peut retenir. Et à la conclusion, nous pouvons tout simplement dire ceci. Dans le chapitre philosophie africaine, l'accent est mis fondamentalement sur le problème de l'existence d'une philosophie africaine. Et lorsqu'on parle de l'existence d'une philosophie africaine, il s'agit en fait de savoir si on peut dire bien et d'elle à haute voix que les Africains ont une manière à eux de philosophie. Est-ce qu'il y a une manière collective? Pour les néo-philosophies, c'est le cas, c'est-à-dire une manière typiquement africaine. Alors que pour la tendance critique, il y a des limites pour dire en réalité que la philosophie ne doit pas être collective, mais plutôt individuelle et critique. Ce qui permet donc d'aboutir à la conclusion selon laquelle, et là c'est le résumé que chaque apprenant doit essayer de comprendre dans ce chapitre. Ce qu'il faut résumer ici, c'est que il est plus préférable dans ce chapitre de dire qu'il existe une philosophie en Afrique et non une philosophie africaine. Ça veut dire que la leçon à tirer ici, c'est que dans un débat, dans le cadre de philosophie africaine, il faut se présenter en disant plus philosophie en Afrique et non philosophie africaine. Pourquoi cela? En disant philosophie africaine, ça veut dire qu'il y a une philosophie unique, c'est-à-dire collective. Or, là, ça serait donc un dogme, parce que si on dit philosophie africaine, ça voudrait dire que nous tous nous pensons de la même façon. Or, chaque personne a sa manière de penser. Or, en disant plutôt qu'il y a une philosophie en Afrique, c'est pour dire que les Africains sont capables de philosopher, c'est-à-dire qu'il y a des philosophes en Afrique, il y a des philosophes il y a effectivement, n'est-ce pas, une culture philosophique en Afrique. Donc c'est pourquoi, pour essayer de clore le débat, dans le cadre de ce chapitre, on retient tout simplement qu'il existe une philosophie en Afrique et non une philosophie africaine. En fait, c'est plus préférable de le dire ainsi, pour essayer de clore le débat. Et nous avons jugé nécessaire de vous orienter sur un sujet de réflexion. Parce qu'à la fin d'un chapitre, il faut savoir au moins comment on peut vous interroger. Et là, c'est un sujet qu'on a l'habitude de dire. Dans le cadre du chapitre, c'est un sujet incontournable. Est-il légitime de défendre l'idée d'une philosophie africaine? Là, c'est le sujet de réflexion qu'il faut essayer, n'est-ce pas, d'entreprendre à travers tout ce qui a été dit. Parce que déjà, avec le résumé du cours, vous pouvez déjà, même de manière individuelle, aborder, n'est-ce pas, ce sujet. Bon, je vous remercie pour l'écoute de ce premier chapitre et là, on va poursuivre avec les autres chapitres parce que là, c'était le premier. Je vous remercie et à la prochaine. Merci.